Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Alexia, merci de prendre du temps aujourd'hui qui est un jour férié. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie de t'avoir pour un sujet très important. On va parler de prématurité aujourd'hui, notamment. Mais en fait, avant de commencer, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Alexia, j'habite sur Lyon depuis toujours et je suis donc maman de deux enfants. Un petit gars qui est décédé pendant la grossesse et une petite puce, Rose, qui va déjà sur ses 4 ans. Ça va vite. Est-ce que tu as envie de nous raconter ce qui s'est passé pour ton fils? Ouais, bien sûr. Ça fait partie de la continuité, j'ai envie de dire, de, de toute ma parentalité. Pour le coup, pour mon fils, je l'ai découvert en tombant enceinte pour lui. J'ai souffert en fait d'hyperémèse gravidique. Donc, pour faire simple, pour celles qui connaîtraient pas, c'est donc des vomissements gravidiques pendant la grossesse, des vomissements et des nausées très importantes qui peuvent avoir des conséquences sur la mère et sur l'enfant. Et j'ai une prise en charge malheureusement terrible, ou en tout cas une absence de prise en charge, qui fait qu'au bout du 3e mois, en fait, j'avais des périodes un peu de perte de conscience, voire un début de coma, en fait, parce que j'étais trop déshydratée et que le cœur suivait pas. Et ils m'ont bien fait comprendre que c'était soit on mourait tous les deux, soit on interrompait la grossesse. Du coup, on a fait le choix, enfin j'ai fait le choix plutôt, d'interrompre la grossesse. Parce que en cas d'hyperémèse gravidique, c'est quoi la prise en charge pour éviter ça justement? Hospitalisation pour être perfusée, hydratée, surtout, parce qu'en fait, à force de vomir, alors déjà, tu vomis, donc tu te déshydrates, et en plus, tu peux rien avaler, ou quasiment rien. Là, quand j'ai interrompu la grossesse, ça faisait 11 jours que j'avais pas bu, Oh, waouh. que c'était franchement pas terrible pour le coup. Et au bout de 5 jours, donc j'avais été sous perfusion, mais c'était petit, quoi. Là, j'arrivais plus à tenir une conversation, c'était un état vraiment avancé. En fait, j'ai eu aussi l'hyper-MS pour ma fille, et évidemment, voilà, l'issue a été bien différente. Donc, on peut, voilà, quand on souffre d'hyper-MS, avoir une prise en charge, il y a des traitements qui fonctionnent à peu près bien pour limiter les vomissements. Ça limite pas toujours les nausées, mais c'est quand même plus confortable. Et puis aussi, quand on le sait, on peut dès les premiers signes se faire hospitaliser, même parfois à domicile, ce qui peut être un peu plus confortable pour être réhydraté en fait, parce que le but du jeu c'est surtout ça. Si on sent que ça commence à impacter très fort notre capacité d'hydratation ou notre vie en fait, qu'on n'arrive vraiment plus à aller au boulot, tout ça, c'est que voilà, il y a un souci quand même. Merci pour ce partage. Et bah donc on va parler aussi de Rose, puisqu'en plus de l'hyperémèse gravidique que tu as eu pour cette deuxième grossesse, tu as eu une fin de grossesse un peu chamboulée, on peut dire. Légèrement. Alors déjà, faut savoir que je m'étais préparée en fait à cette grossesse. Et je m'étais mise dans un état d'esprit peut-être un peu plus différent, un peu plus combatif aussi. Je m'étais mieux entourée en termes de professionnels. Donc, je savais que j'allais vivre une grossesse pathologique, mais je le vivais, enfin voilà, c'était pas quelque chose que je voyais négativement. Je me suis dit, cette fois, ça va le faire, on aura un bébé au bout. Donc déjà, je pense que ça a beaucoup joué dans tout le parcours, même de la prématurité, cet état d'esprit. Euh, et très vite, en fait, pendant la grossesse, je sentais, je sais pas si c'est l'instinct des mamans ou quoi, je sentais que cette grossesse, elle irait pas à terme. Ça paraissait évident, en fait. Tellement évident que au rendez-vous des 3 mois, j'ai expliqué à ma sage-femme que je voulais pas qu'on fasse les cours de préparation classiques à la naissance. Surtout, bon, à côté de ça, je suis doula, donc j'ai quand même quelques connaissances. Et je te dis, je veux que tu me fasses des cours sur la césarienne d'urgence, la prématurité. Donc elle me dit, calme-toi, arrête de stresser pour rien.
Et très vite, à chaque rendez-vous, en fait, j'ai insisté, je me disais non, mais là, je sens que ça va pas bien se finir. Enfin, ça va pas, ouais. Alors, je sais pas si c'était un peu la peur de la première grossesse aussi qui se mélangeait un peu, tu vois. Il y a certainement de ça. Mais très vite, j'ai compris que j'irais pas à terme. Donc, je me suis beaucoup renseignée aussi sur la prématurité, tout ça, euh, jusqu'au jour où, effectivement, les vomissements allaient mieux depuis quelques temps quand même. Et là, il y a 2 jours avant que j'accouche, en fait, donc juste après Noël, le 27 décembre 2020, pour être très précise, j'ai recommencé à beaucoup vomir. Et bon, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont déjà vomi une fois dans leur vie. Quand tu vomis, ça fait quand même les abdos. Ça fait un peu travailler. Et au bout de 2 jours, j'ai été épuisée et ouais, j'avais vraiment très mal au ventre. Je dormais beaucoup. Alors, je pense que ça aurait été peut-être un signe qui aurait dû m'alerter, honnêtement, d'être très fatiguée d'un coup comme ça en fin de grossesse. Mais je me suis dit, c'est un symptôme, fin de grossesse, on se rapproche, 7e mois, tout ça, c'est normal, peut-être pas. Euh, Jusqu'au à la nuit du 30 au 31, où nouvelle crise de vomissement dans la nuit et je perds les os. En fait, grosse crise vraiment, tu sais, qui te coupe en deux, t'as à peine le temps de respirer, tout ça. Je perds les os et je vois en fait très vite que dans le liquide, c'est teinté. En fait, c'est rouge. Et heureusement, j'avais écouté une émission des maternelles qui passe, je crois, à la télé. Ils avaient dit, Anna Roy avait expliqué que si le liquide est teinté de rouge, faut quand même un peu se manier. En tout cas, voilà, faut pas trop patienter. Du coup, je me suis dit, bon, bah là, je vais appeler quand même la mater. Surtout que j'étais donc à 32 semaines de grossesse à ce moment-là. Mais je le vivais plutôt bien. C'est-à-dire, pas de panique. Je me suis dit, trop cool, c'est pour maintenant, génial. La nana qui a pas compris ce qui allait lui arriver. Mais j'étais vraiment dans un mode trop cool, power, quoi. Vraiment trop cool, une super énergie. Je me suis un peu énervée contre le Uber qui avait mis très longtemps à venir. Il était 3 heures du mat. Je l'avais un peu pourri. Enfin bref, c'était vraiment une soirée périlleuse. Et puis on arrive à la mater et je pense que je rentre dans un déni complet de ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que tout le monde s'agite un peu autour de moi. Et moi, j'arrive comme une petite fleur. Oui, est-ce que je pourrais avoir la salle nature? J'aimerais accoucher sans péridurale, tout ça. Donc les gens, ils me regardent un peu comme une folle, à me dire, OK, on va la laisser dans son truc tant qu'on peut. Ma fille, elle est bien. Le liquide était teinté de rouge, tout ça. Mais son rythme était nickel et tout, donc très rassurant quand même. Pas d'urgence pour l'instant. Donc, il m'accorde la salle nature, même si je sens qu'il se moque un peu de moi avec cette histoire de salle nature. Et là, dans ma bulle, parfait, tout bien pendant quelques heures. Et puis d'un coup, encore une fatigue, une grosse fatigue. Et je me dis là, c'est une fatigue qui est pas normale. Ok, je suis en train d'accoucher, mais je sentais que c'était pas ok. Et d'un coup, je me dis, ok, ça va finir en césarienne, je le sens. Mais je veux pas être sous anesthésie générale en cas d'urgence parce que j'ai pas voulu la péri. Alors je vais accorder la péri tout de suite avant que ça soit, qu'on soit vraiment dans le rouge. Donc je demande d'avoir la péri, ça se passe plutôt bien. Alors c'était clairement la chose la plus douloureuse de l'accouchement, c'était la péri, bien plus que les contractions et tout ça. Euh, mais bon, ça se passe plutôt bien. Et assez vite, je sens quand même que ça va pas fort, quoi. J'ai l'impression de m'endormir toutes les 2 secondes, alors que, bon, ok, je me doute que accoucher, ça fatigue, mais il y avait vraiment un truc bizarre, quoi. Et j'insiste très fort avec la sage-femme qui s'occupe de moi, qui était très gentille, pour que ça soit ma gynéco habituelle qui vienne. Je savais qu'elle bossait ce jour-là, on était un jeudi, et je voulais absolument. Et elle me dit non, on va attendre un peu, tout ça, voir comment ça va là. Et j'insiste. Je leur dis, je sens que ça va finir en césarienne, je veux la voir. Donc il l'appelle. Elle vient et quand elle rentre dans la pièce, bonjour Madame Eglos, tout ça, toute joyeuse. Et puis elle me regarde et je vois son visage, voilà, perdre un peu. Elle tire un peu la tronche. Elle ressort pour parler avec les sages-femmes. Elle re-rentre. Elle regarde le rythme de ma fille, tout ça. Et là, elle part en courant dehors et elle dit césarienne code rouge, on y va, faut la sortir, tout ça. Et à ce moment-là, moi, je sens que je perds un peu connaissance, quoi. Ou je m'endors. Enfin, je sais pas trop. C'est un mood un peu bizarre, mais enfin, je suis plus là, quoi. Et je me souviens de la seule chose que je me dis,
encore dans un mood super cool. Je me dis ah super, et là même si moi j'y reste, mon conjoint est là, ça va être un super papa, ma mère elle est top, elle va pouvoir s'en occuper, et en plus de ça je sais qu'il y a ma gynéco et qu'elle elle fait des miracles, elle va la sauver quoi qu'il arrive. Donc j'y vais en mode ça va bien se passer, toujours dans son déni. Du coup, après, je reprends un peu mes esprits, me prépare, tout ça, et je dis à la sage-femme à côté de moi, encore dans le déni, oui, si tout va bien après la naissance, j'aimerais bien demain ou après-demain qu'on puisse rentrer à la maison en anticipé, tout ça. Et elle me dit, oui, oui, Madame Eglos, on verra plus tard. C'est bien, elle t'a pas contredit. Ouais, ouais, non, pas contredire une femme enceinte. Donc, bras en croix, enfin voilà, césarienne d'urgence, donc tout va très vite. Donc, t'avais pas l'anesthésie générale, t'étais consciente. Non, ouais, ouais, clairement, tout se passait comme je l'avais entre guillemets prévu dans le plan qui se passait mal. Le plan Z. Donc voilà, c'est ça. Donc ça se passe plutôt pas trop mal. En tout cas, je le vis pas trop mal. La césarienne se passe bien, est rapide. J'entends pas ma fille, mais il paraît qu'elle a un peu fait des petits bruits de chat en sortant. Bon, moi j'étais tellement dans les vapes que j'ai pas entendu, mais voilà. Le papa y va, donc ça me rassure aussi de ne pas la savoir toute seule. Et il y a juste une pédiatre qui vient après me voir et qui me dit elle a pas eu besoin d'être intubée, elle a respiré toute seule. Miracle, très bien. Donc là, je suis soulagée, je m'endors et tout, je me repose comme je peux. Et c'est vrai que pour le coup, le post-césarienne a été compliqué pour moi, dans le sens où en fait, ils ont découvert en ouvrant que le placenta s'était décollé. Et c'est pour ça en fait que j'ai perdu les os et qu'il y avait du sang, tout ça. J'étais en train de faire une hémorragie interne. Ils pensaient même qu'il y avait deux hémorragies tellement il y avait du sang partout, quoi. Donc clairement, ça s'est vraiment vraiment pas joué à beaucoup. D'ailleurs, pendant que j'étais en salle de réveil, il y a ma gynéco qui est venue me voir pour me dire que tout s'était quand même bien passé, tout ça, et pour m'expliquer qu'elle va envoyer le placenta au labo parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce qui se passait. Et elle suppose qu'avec les vomissements, ça a pu décoller en fait le placenta tellement c'était violent. Mais effectivement, elle avait insisté. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas tombé dans les escaliers, vous n'avez pas eu d'accident de voiture? J'ai pas bougé de mon lit, donc non, parce que c'était la première fois qu'elle voyait ça, quoi. Et la petite chose sympa à savoir, c'est que cette gynéco elle est très vieille et c'était son dernier jour. En fait, on était le 31 décembre 2020 et elle terminait le soir même en fait à 19h. C'était son dernier jour. Donc, je pense que rien n'arrive par hasard pour le coup. Il fallait que j'accouche ce jour-là et pas le lendemain ou pas à terme d'ailleurs, ou je sais pas, parce que fallait qu'elle soit là en fait pour nous sauver. Ouais. Enfin, moi en tout cas, je me raccroche à ça. Honnêtement, je garde pas un très mauvais souvenir de cet accouchement, plus de l'après, pour le coup, parce que j'étais tellement dans mon déni, dans ma petite bulle, tout ça, que honnêtement, ça allait. Je trouve que juste pour revenir sur le déni, pour le voir de manière positive, je pense que tu t'es juste protégée en fait. Enfin, je pense que le cerveau est hyper bien fait et que si t'étais en panique, ça se serait peut-être passé différemment. Alors que là, t'as su justement malgré tous les signes que tu lis a Mm. posteriori, ouais, tu t'es mis dans ta bulle, tu t'es protégée et c'est peut-être aussi ce qui a fait que ben finalement ça s'est passé pas trop mal, si on peut dire, compte tenu des circonstances quoi. Ouais, peut-être, clairement. Mais je sentais qu'il y avait vraiment une force immense, tu vois, dans la salle pendant ce moment-là, et c'était vraiment sympa. J'insiste, mais honnêtement, je l'ai pas si mal vécu que ça, donc c'est plutôt pas mal pour le coup. Ouais. Surtout avec l'après qui nous attend autant que l'accouchement se passe pas trop mal. Et c'est vrai que très vite, pour le coup, je redescends de mon nuage. Tu vois. On est en salle, alors 31 décembre, donc tout le monde faisait la fête dans le couloir, à manger du foie gras, tout ça. Alors que moi, bon, je pouvais encore pas manger, c'était horrible, déjà rien que ça. On était tout seul. J'étais la seule à avoir accouché ce jour-là à l'hôpital. Donc en salle de réveil, il y avait le papa et ma fille qui étaient en peau à peau juste à côté, donc c'était trop cool. Et très vite, effectivement, ils ont commencé à s'inquiéter un peu dans le sens où j'avais perdu beaucoup de sang quand même. Et j'avais du mal à récupérer. Même la péridurale, ils avaient mis une très grosse dose. Il y a eu un problème de communication. En fait, ils ont mis 2 fois la dose dans l'urgence. En fait, bon, vaut mieux trop que pas assez, j'ai envie de dire. Donc, mais du coup, j'ai eu du mal à récupérer. Et normalement, on reste à peu près 2 heures en salle de réveil post-césarienne. Là, je suis restée 6 heures parce que j'avais un peu de mal à récupérer. Et après, ils m'ont expliqué qu'ils allaient nous monter, toutes les deux en réanimation. Et là, ça y est, ils m'ont sorti, tu vois, la petite aiguille qui a percé la bulle.
Et là, je me suis dit, mais comment ça c'est-à-dire, je pensais que je pouvais rentrer chez moi, moi. Donc, et là, ils ont commencé à nous expliquer un peu tous les soins et tout ce qui était lié à la prématurité que je savais déjà, que j'avais lu dans les livres. Mais quand tu le vis, en fait, tu peux pas t'y préparer, même quand t'as l'impression d'être prête, t'es pas prête. T'as ta fille qui est branchée de partout, ça bip, toi t'es fatiguée, mais tu peux rien faire. Post-césarienne, je peux pas me lever ni rien. Euh, c'était vraiment hard. Et c'est vrai que la descente a été compliquée. Je voulais allaiter, mais encore une fois, bah, quand t'as pas le bébé à disposition, que tu peux même pas. Alors ça, je sais pas si c'est moi qui ai pas été très douée là-dessus, mais j'arrivais pas à tirer mon lait en position allongée. Et vu que je pouvais ni me mettre assise, ni me mettre sur le côté, ni rien du tout, bah, enfin, je veux dire, la gravité faisait que ça pouvait pas aller dans le tire-lait, quoi. Le lait, il va pas sauter dedans, quoi. Donc, j'y arrivais pas, ça m'énervait. J'ai l'impression d'être nulle, de pas réussir à tirer mon lait pour ma fille, alors que je sais l'importance qu'a le lait maternel pour les prémas. Donc ça a été une très, très grosse frustration. J'ai beaucoup pleuré, évidemment, comme tous les moments dans ces situations-là. Et en plus, bah, période de fin d'année, en plein Covid, on m'explique que la conseillère en lactation ne peut pas venir. Personne ne peut venir en fait, ni mes parents, ni rien du tout. Donc, ils me font à demi-mot comprendre que l'allaitement c'est bien sympa, mais ça va pas le faire. Et de toute façon, je le sais, il faut juste que je me l'avoue. Donc, c'est vrai qu'au bout de 4 jours, je fais une croix dessus. De toute façon, les mises au sein, ça passait mal. C'est clairement pas ok pour ma fille non plus, en fait. Elle était trop fatiguée, donc. Ta fille à ce moment-là, parce que tu disais donc elle a pu faire du pot à pot avec son papa. Mm. Ta fille, quand elle est née, elle faisait quel poids à peu près? Elle faisait 2,140 kg, si je dis pas de Ok. bêtises. Donc ça va. Ouais, 42 centimètres. Et donc après, juste quand vous êtes allé en service de réanimation, c'est là que ta fille a commencé du coup à recevoir tous les soins. Donc comme tu disais, être branchée, elle était branchée 24 heures Ouais, sur ouais. 24. Branchée, pas d'oxygène. Heureusement, elle a toujours plutôt bien géré ça. Par contre, elle gérait pas du tout sa température, donc elle était dans une couveuse. Plus très vite, vu que la mise au sein se passait pas bien, elle a été sondée. Surtout qu'elle avait pas de réflexe de succion. Donc, Oui, on comprend que dans ces conditions, lancer un allaitement, c'est pas du tout simple. On sait que pour favoriser un allaitement, il faut être bien au chaud avec son bébé, plein d'amour et tout ça, et on peut, malgré tout l'amour qu'on porte à son enfant, quand il est branché et qu'on peut pas enfin, on peut pas bouger et que on est dans un contexte d'hôpital. bah, c'est ça. Si on veut la sortir du berceau, faut appeler une infirmière qui débranche, qui rebranche. Vas-y, bon, on va pas faire ça toute la journée. Donc, on faisait des petits temps de peau à peau, mais vu que moi aussi j'avais très mal, honnêtement, le post-césarienne a été vraiment douloureux. Alors, je tiens à rassurer, c'est parce que clairement, j'ai eu une césarienne un peu rapide. Donc, ils ont pas pu faire ça aussi super proprement, en tout cas pour l'ouverture. Parce que là, j'ai plus aucune trace de ma césarienne 4 ans après. Elle a été refermée à merveille. Par contre, l'ouverture, effectivement, ils ont vraiment fait beaucoup plus large que habituellement dans l'urgence. Donc clairement, ça a été beaucoup plus douloureux aussi derrière. Et puis le fait que tu aies perdu beaucoup de sang aussi, ça fatigue, mine de rien. Ouais, plus là, honnêtement, j'ai très mal dormi toute la grossesse. J'ai passé mes journées et mes nuits à vomir. Ouais. Donc clairement, je pensais, alors très naïvement, je me pensais qu'une fois que j'allais accoucher et que j'allais plus être malade, du coup, j'allais pouvoir me reposer avec mon bébé. Voilà. Que ma fille allait dormir toute la journée à côté de moi. Voilà. Évidemment, j'ai vu que ça se passait pas du tout comme je le voulais. Euh, mais bon, elle est plutôt bien au début, en tout cas. Après, c'est vrai qu'elle a commencé à faire ce qu'ils appellent les petites bêtises. Là-bas, c'est un peu le mot quand les bébés font des petites désaturations. Elle faisait des grosses apnées, donc elle oubliait de respirer pendant trop longtemps. Donc des fois en pleine nuit, parce qu'en fait très rapidement, on a pu avoir une chambre en unité kangourou, donc avec un grand lit médicalisé pour la maman et le bébé et les installations du bébé juste à côté dans la même pièce. Donc c'était une chance parce qu'on pouvait la voir H24 et en même temps, avec le recul, c'était aussi très très fatigant parce que avec les machines qui bipent toutes les secondes, toi tu regardes toutes les secondes, est-ce que tu deviens docteur, hein, clairement tu fais 12 ans d'études en 3 jours, tu comprends les machines, comment elles fonctionnent, pourquoi ça bip, tout ça. Et en fait, c'est stressant parce que tu te poses jamais vraiment, quoi. Mm. Oui, t'es en vigilance. Ouais, c'est ça, hyper vigilance totale. Et puis avoir déboulé plusieurs fois dans la nuit les infirmières qui se jettent sur son berceau pour essayer de lui taper le dos, la faire revenir, tout ça, coup de flip, quoi.
Donc, des fois, par moment, ils me disent très gentiment. Encore une fois, les équipes en néonat, elles sont incroyables. Vraiment, c'est dingue. C'est vraiment des fées. Des fois, dans la nuit, elle me disait, bah, Madame Eglos, on va vous la prendre. Elle va venir avec nous à un service de réa quelques petites heures et puis on vous la ramène, tout ça. Profitez-en pour vous reposer. Tu parles. Je pleurais pendant jusqu'à qu'ils me la ramènent. Mais ouais, des fois, ils voulaient la surveiller un peu plus près sans trop nous dire que ça allait pas toujours très bien. Et puis, mais ça, tous les parents de préma le vivent. Il faut accepter de ralentir, voire d'arrêter sa vie, on va dire, quelque temps, et d'aller au rythme du bébé et de ses progrès, et de ses bêtises. Voilà, dans le sens où euh, ce jour-là, ça va bien, mais ça veut pas dire que le lendemain, ça va bien aller. Et très vite, les équipes médicales te le font comprendre. C'est-à-dire que quand tu dis on va pouvoir sortir dans combien de temps à votre avis, ils vont te dire pour aujourd'hui, Rose, elle va très bien, mais on va pas se, voilà, on va y aller petit pas par petit pas. Je vous dis pas que demain ça ira bien, en fait. Hmm. Parce que si jamais demain ça va mal et que l'enfant décède, bah, voilà, ils peuvent pas te laisser dans une bulle, tout va bien alors que ça va pas, quoi. Bien sûr. Et c'est important de le faire. Ils le font en douceur, mais c'est quand même ultra brutal en fait, quelle que soit la manière dont ils le disent. Donc, faut accepter. Tu vois, il y a quelques jours où t'es dans beaucoup de colère. Enfin, moi, en tout cas, j'étais beaucoup en colère même contre les équipes. Dès qu'ils rentraient dans la chambre pour lui faire des soins un peu invasifs, des prises de sang, j'avais qu'une envie, c'était les pousser, les insulter, leur dire de la laisser tranquille, quoi. Alors qu'ils voulaient son mieux, mais ouais, de l'entendre pleurer pendant des soins et tout, tu sais que c'est pour elle, mais en fait, il y a une injustice, tu vois, un sentiment d'injustice de te dire, mais pourquoi nous? C'est vraiment ce sentiment d'injustice qui revenait très fort. Mais on y est resté quand même un petit mois. Elle avait du mal à s'alimenter. Évidemment, ça demande du temps. Moi aussi, j'avais du mal quand même à faire le deuil de cet allaitement, donc je pense qu'il y avait aussi un mélange de plein de trucs. Puis ouais, elle vomissait beaucoup, mais ça nous suivra encore un moment. Voilà, on a tenu bon jusqu'à qu'on puisse rentrer à la maison, mais c'est vrai que même les examens de sortie, tu vois, c'est toujours stressant pour des parents de préma. Ils te font la liste de tout ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est-à-dire que il y a le neurologue qui vient lui faire l'échographie du cerveau. Il me dit c'est bien, mais c'est pas aussi bien que si elle était à terme. Donc pour l'instant elle va bien, mais si elle a du retard pour marcher, si elle a du retard pour parler, si à l'école elle a des difficultés, il faudra prendre en charge parce que c'est certainement lié à la prématurité. Donc encore maintenant, là, 4 ans après, je suis dans l'attente du signe qu'il va y avoir un problème, tu vois. Ouais, on vous a pas dit en fait que peut-être que tout irait bien aussi. Tu vois, on pense même pas à cette éventualité tellement on nous rabâche attention, ça peut être difficile, attention, elle est plus à risque de mort subite du nourrisson. Ah ouais, super, mais bon, je vais rentrer chez moi demain, donc me dis pas ça. C'est, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils ne préparent pas trop à que ça puisse bien se passer. Et en soi, tant mieux parce qu'ils nous préparent aussi au cas où ça se passe mal, mais du coup, c'est quand même une charge qui nous suit pendant longtemps, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que quand tu es en service de néonat, en tant que parent, tu as un accompagnement? Bien sûr, ouais, ouais. Pour le coup, elle, contrairement à la conseillère en lactation, elle pouvait venir en chambre. Donc, c'était une psychologue de l'hôpital qui venait effectivement pour parler, pour décharger. Donc, je l'avais beaucoup vue pour l'allaitement et le deuil de ça, parce que c'était clairement l'étape la plus difficile pour moi. Après, j'ai plus ressenti le besoin de la voir, dans le sens où le papa nous a beaucoup portés. On en parlera peut-être après du couple, tout ça, mais au début, en tout cas, ça a été vraiment une bulle et il nous a beaucoup porté, moi et Rose. Il s'occupait de tout, pour une fois. Ça y est, il s'occupait de littéralement tout, sans se plaindre. Donc, ouais, je me sentais suffisamment soutenue à ce moment-là. Ouais. Hmm. Et alors, comment t'as vécu le retour à la maison? Parce que je trouve juste déjà de rentrer à la maison avec son bébé qui est né à terme, qui est en bonne santé, où tout s'est bien Mm. passé. Moi, personnellement, 2 fois, je l'ai quand même vécu en me disant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là? Ouais, c'est Mais ça. je me dis que en ayant vécu tout ça et en ayant eu tout ce mois, cette parenthèse, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez tout mis en Mm. pause pendant un mois. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi avec ton petit bébé et que tu te rends compte aussi que la vie continue, quoi. Eh ben, tu tombes encore de 50 étages. Rose allait bien quand même quand on est rentré. La semaine où on est rentré, ça allait bien. Elle mangeait bien tout ça. Elle vomissait quand même beaucoup encore, ça me questionnait, mais à la sortie de la maternité, on nous a dit c'est normal, un bébé préma, faut attendre que ça mature, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit bon, ok. Mais j'ai beaucoup passé des nuits bon, déjà l'écouter respirer, parce que j'avais peur qu'elle refasse des apnées.
pour le coup. Et j'ai cherché sur Internet à acheter, tu sais, les mêmes capteurs qu'il y a à l'hôpital, tu sais, pour la brancher à la maison. Évidemment, ça ne se vend pas comme ça. Mais j'ai vraiment cherché sur des sites farfelus pour en acheter, je ne sais où. J'ai appelé ma mère qui était infirmière. T'es sûre, tu peux pas mal... Elle disait, mais non, mais stop, tout va bien. Mais de pas l'avoir branché, bah du coup moi je dors pas en fait parce que et du coup même si elle est pas trop mal au début ouais grosse hypervigilance et puis rapidement il y a quand même pas mal de difficultés qui sont apparues les 6 premiers mois en fait globalement ça a été la même chose à peu près tous les jours. Elle a beaucoup vomi, beaucoup pleuré, donc elle était en portage H24 minimum 14 heures par jour les jours où ça va aller plutôt mal enfin plutôt bien. Donc c'était très intense. Je dormais en moyenne le premier mois, j'ai dormi 15 à 20 minutes par jour. Oh, wow. Donc c'est ouais clairement de la survie quoi. Pas de relais parce qu'on est en plein Covid et qu'on nous avait dit surtout personne à la maison parce que elle chope le Covid ou n'importe quoi d'autre, il y a plus de bébé. Donc c'est impossible pour vous. On a commencé à pouvoir voir du monde extérieur autre que la sage-femme, elle avait 6 mois. Wow. Donc voilà, moi je voulais voir ma mère, je voulais voir les grands-parents et tu vois, donc on faisait des visios, mais c'est pas pareil. Ils peuvent pas venir à la maison te soutenir. Enfin voilà, tout ce que j'avais imaginé du postpartum, tout ce qui aurait été bien pour bien vivre le postpartum, était pas possible. Donc clairement, il y a eu aussi ce deuil-là à faire. Un bébé qui, on va le découvrir plus tard, aura donc un reflux, un RGO sévère, une œsophagite, une allergie aux protéines de lait de vache, donc rien d'aller. En fait, on lui donnait du lait qu'elle supportait pas depuis le début. Donc c'est bien de le découvrir 6 mois après, n'est-ce pas? Et ouais, tout le monde, à chaque fois qu'on allait voir le pédiatre, on a vu 18 pédiatres entre ces 0 et ces 6 mois, et tout le monde nous disait, bon, on sait pas trop ce qui se passe, mais vu que c'est un bébé préma, ça doit être ça. Mm. Alors que bon, ça va 2 minutes quoi. Mais oui, il y a pas, non, ça explique pas tout. Et puis une fois qu'on a découvert qu'elle était allergique aux protéines de lait de vache, on a changé de lait, en fait, tout simplement. Et en 2 jours, honnêtement, on a eu l'impression qu'elle naissait à nouveau. On a vraiment eu cette impression-là, dans le sens où jusqu'à ces 6 mois, on l'avait jamais entendu babiller, et elle n'avait jamais souri, on l'avait jamais vu sourire. Tu sais, les fameux sourires aux anges ou qu'on voit des fois sur Instagram, je n'avais jamais vu. Elle souriait pas, elle rigolait pas, enfin voilà. Et à ces 6 mois et 12 jours, du coup, euh, 2 jours après la mise en place du nouveau-lait, elle s'est mise à babiller, à faire beaucoup de bruit, même à vraiment tester sa voix, à nous sourire, à faire des areux areux. Alors là, on s'est dit, mais c'est qui ce bébé on n'avait jamais vu ça avant. En tout cas, pas sur notre fille. Et vraiment, on a vraiment eu l'impression qu'elle naissait à nouveau, quoi. Mm. Vraiment ça. Même nous, d'ailleurs. Je trouve ça fou que déjà vous ayez eu besoin d'aller voir autant de pédiatres pour finalement être entendu. Pour si peu, en plus, honnêtement. Ça aurait pu être essayé bien avant, pour le coup. Ouais, Mais ouais. mais bon, c'est quand même dingue de. Comme tu dis, c'est bien de tout mettre sur le dos de la prématurité, mais à un moment donné, quand tu vois que ton bébé à 6 mois, il est toujours en souffrance, qu'il pleure beaucoup, qu'il sourit pas, etc., ça devrait quand même effectivement mettre la puce à l'oreille aux professionnels de santé. Et c'est vraiment triste de se dire que vous avez dû insister autant pour qu'on vous dise juste de peut-être essayer de changer de lait, quoi. Bah oui, ouais, clairement, c'est assez dingue. Même en tant que pro, maintenant, ça me paraît fou. Et je savais à l'époque que c'était pas normal, mais quand tu dors pas, t'as beau savoir que c'est pas normal, t'as pas vraiment de ressources pour pouvoir faire autrement. Oui, et puis tu fais confiance un peu aussi aux professionnels de santé qui sont censés. Ouais, puis il nous disait, vous êtes stressé, hein, ça aussi, ça revient beaucoup. Vous êtes trop stressé, vous êtes en hypervigilance. Bah oui, mais à un moment donné, si elle s'étouffe dans son vomi, il vaut bien que quelqu'un la relève. Donc Ouais, une petite dose de culpabilité maternelle, tiens. voilà, bien rajouté. Et puis même dans le couple, tu vois, très vite, quand il a repris le boulot à la fin du premier mois, enfin du deuxième tout, parce qu'il a eu du coup 1 mois de congé bébé hospitalisé, c'était compliqué, quoi. Lui, il me répétait souvent, un bébé, c'est pas censé être aussi difficile, parce qu'il avait beaucoup de frères et sœurs. Lui. Moi, je suis unique, mais lui, il avait des petits frères, des petites sœurs, donc il sait à peu près comment s'occuper d'un bébé. Il disait, mais c'est pas censé être difficile, quoi. Il y a un truc qui cloche. Et vu que tous les médecins disaient que tout allait bien, il a un petit peu mis aussi la faute sur moi, se dire, bah peut-être c'est toi qui es effectivement trop stressé, peut-être c'est pas si terrible que ça. Tu vois, il remettait en doute aussi. Donc ça a cassé un peu Ouais. notre fusion à tous les trois.
ça a cassé cette dynamique. Et lui a beaucoup été dans une position de fuite un peu, à beaucoup travailler parce qu'à la maison c'était horrible quoi. Et clairement, tu reviens, t'as ta femme qui pleure, ta fille qui hurle, qui est pleine de vomi, ta femme qui pue parce qu'elle a pas pu prendre une douche non plus. Ça fait déjà 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, je comprends aussi. Puis encore une fois, plein Covid, donc on n'avait vraiment pas de soutien, ni lui, ni moi, tout ça. Donc, c'était. Puis, je pense aussi, il nous avait tellement porté pendant le séjour à l'hôpital qu'il y a eu vraiment un effet rebond, quoi. Il s'est un peu, tout s'est cassé la figure en rentrant à la maison. Avec tous les efforts qu'il avait fait, en fait, ça suffisait pas pour que ça aille derrière. Donc, je pense qu'il s'est aussi beaucoup culpabilisé aussi. Mais bon, après, heureusement, ça allait quand même vachement mieux. Il nous a fallu quand même 6 mois supplémentaires, jusqu'à ces 1 an en fait, pour déstresser, pour arrêter cette hypervigilance, pour bien dormir enfin. Bon, elle se réveille la nuit comme tous les bébés, mais pas plus que tous les bébés, donc c'est plutôt pas mal. Mm. Donc ça, de ce côté-là, ça allait. Même en termes de couple, tu vois, à la fin de la première année, c'était de nouveau merveilleux. Bah, tu es génial. Et puis c'est encore comme ça. Donc pour l'instant, ça va. Je touche du bois, tout va bien. Vous avez fait quelque chose de particulier justement pour vous retrouver en tant que couple? Parce que comme tu dis, c'est déjà juste la maternité, la parentalité, ça peut donner un petit coup de pied au couple, mais en plus dans ces conditions-là, c'est d'autant plus difficile. Qu'est-ce que, là, avec du recul, est-ce que tu as l'impression que c'est, entre gros guillemets, juste le fait que Rose, petit à petit, elle est mieux, qui fait que, ben, comme tu dis, hein, quand on recommence à dormir, la vie est plus simple, tout ça. Est-ce que c'est juste ça ou est-ce que vous avez mis des choses en place justement pour recréer votre couple? Des choses en place, oui. Dans la manière de communiquer, de pas communiquer à chaud. Mm. Parce que clairement, quand t'en peux plus, tu dis des choses que tu penses pas forcément. Donc, prendre sur soi sur le moment, tourner la langue 66 milliards de fois dans sa bouche avant de se dire, OK, comment je vais pouvoir lui dire que là, j'ai peut-être pas aimé qu'il prenne pas le relais ou qu'il joue sur le PC alors que j'avais besoin de souffler, ou, tu vois. Donc, on a changé de notre manière de communiquer, on a pris un peu plus de distance et aussi, on s'est dit, on va se laisser le temps avant de se dire, ça va pas, c'est chaotique, on se sépare, ça fonctionne plus. Non, on se laisse le temps déjà que la situation est mieux, qu'on puisse dormir. Et si à ce moment-là, bah, ça va toujours pas, c'est qu'il y a vraiment un problème de fond. Et dans ce cas-là, OK. Un conseil que je peux donner aux familles, c'est, d'ailleurs, je sais pas qui a dit cette phrase, mais ne vous séparez pas tant que vous n'avez pas votre quota de sommeil, quoi. C'est un peu l'idée. Parce que au final, tu dis des trucs et tu fais des trucs qui n'ont pas grand sens parfois et qui te ressemblent pas. Et puis tout est allé mieux après, mais c'est vrai que ouais, la manière de communiquer a beaucoup changé. Et puis petit à petit, vu que ça allait mieux, ils pouvaient plus facilement donner des biberons, faire les temps de repas diversifiés, les bains. C'est toujours lui qui a fait les bains. Moi, ça me permet d'avoir 15-20 minutes pour souffler. Donc chacun a trouvé sa place, son rôle, mais ouais, il nous a fallu une petite année pour que tout ça se mette en place. Ce qui, je trouve, est finalement souvent le cas quand même. Parce que trouver un équilibre, c'est long, quoi. Et puis ça, c'est tellement mouvant avec l'âge des enfants, avec l'évolution ouais, de ce qu'ils font, de leurs besoins, du couple, etc. D'autant plus quand il y en a un qui reprend le travail et donc qui n'est pas là la journée, etc. Oui, une petite année, c'est déjà pas mal pour atterrir, mais les journées sont un peu longues quand même. Mais Aujourd'hui, tu as ta fille à la maison tous les jours? oui, ouais. Enfin, là, elle a commencé l'école le matin, mais sinon, ouais, elle a jamais été gardée. Pour le coup, Ok. on, on est parti du principe que, alors ça, c'est très propre à nous, hein, pour le coup, mais qu'on voulait en profiter à 2 milliards de pourcents. Déjà, on a un enfant vivant, donc on est très reconnaissant, Mm. n'est-ce pas? Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Alors, ça ne lui est jamais arrivé, mais elle pourrait se jeter, faire un caprice en plein milieu du supermarché, elle se jeter par terre. Je resterai reconnaissante qu'elle le crie parce que c'est signe qu'elle est vivante. Voilà. Donc, je pense déjà aussi, quand tu as perdu un premier enfant, t'es pas du tout dans le même état d'esprit. Tu vois les choses sous un autre prisme aussi, peut-être. Donc, ça change pas mal de choses. Comment cette expérience de prématurité, ça a impacté ta maternité à plus long terme? Dans les premières semaines, tu nous as bien dit, il y a eu beaucoup d'hypervigilance. En plus, tu as très, très, très peu dormi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec du recul, tu penses que ouais, ça a un impact sur ta manière d'être la maman de Rose aujourd'hui? Ouais, je pense que ça a fondamentalement tout changé, en fait. Alors, pas que la prématurité, mais juste déjà d'avoir été un temps dans cette incertitude de est-ce qu'elle va bien aller, est-ce qu'elle va être là encore la semaine prochaine, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui, je pense,
reste à vie. Alors, j'espère pas, mais j'ai l'impression en tout cas que ça va pas forcément se calmer tout de suite, même si ça s'adoucit quand même beaucoup. Il y a toujours ce truc, comme je te disais, en fait, on nous a mis la graine que euh, une grossesse, un accouchement, le postpartum ne peut pas forcément toujours bien se passer. Parce que moi, en fait, avant d'être maman, en fait, pour la première fois, j'étais persuadée dans mon monde des bisounours que quand tu étais enceinte, tu étais toujours trop contente d'être enceinte, que tu avais des beaux cheveux, que tu faisais des photos toute la journée de ton ventre, que tout se passait bien, qu'après l'accouchement c'était génial, que un bébé ça dormait tout le temps, enfin vraiment une image pas du tout réaliste de la maternité. Et ouais, juste de se dire, ok, en fait, il y a des enfants qui ont un parcours, des gens en fait, qui ont un parcours de vie différent. Et en fait, ce parcours de vie, ça va les remodeler pour toute leur vie. Et je sais, on m'a bien fait comprendre que la prématurité pouvait avoir un impact sur sa vie. On le sait, on le sent. Elle est suivie par une orthophoniste, une psychomotricienne, tout ça. Donc, ok, où je peux faire quelque chose pour son bien-être et améliorer son bien-être, je le fais. Alors, je fais attention de ne pas m'oublier derrière pour pas que ça soit épuisant, mais euh, on essaie d'être là un maximum. On dort ensemble, on rate pas une seule minute de sa journée, hormis qu'on a envie de passer du temps sans elle, ce qui arrive aussi. Mais on essaie ouais, de rien rater et d'être des parents ouais, les plus cool. Non, parce qu'il y a quand même un certain cadre qui peut être vu comme strict et pour d'autres carrément laxiste, donc c'est très subjectif. Mais on essaie en tout cas de faire ouais, de notre mieux, d'être vraiment dans la communication, la coopération avec elle. On essaie de la porter en fait, même si plus souvent c'est plus elle qui nous porte plus qu'autre chose, mais ouais, on essaie de faire un maximum d'activités avec elle pour profiter de chaque instant, quoi. Parce que même si là, elle va bien, elle est en pleine forme, même un peu trop en forme à mon goût, elle fait que bouger, elle s'arrête jamais, c'est assez intense. On sait pas ce qui peut arriver demain, pour elle, pour nous, pour voilà, pour tout le monde. Donc ouais, on essaie de profiter un max, mais on essaie de profiter sans écouter la petite voix qui pourrait nous dire il peut se passer quelque chose de grave. On essaie juste de kiffer le moment, quoi. Mais c'est sûr que c'est un travail de lâcher prise, en fait, qui est clairement la chose la plus difficile de la parentalité, d'apprendre à lâcher prise sur déjà tout ce que tu maîtrises pas, parce que c'est rien de se stresser pour des choses qu'on maîtrise pas, et juste essayer de kiffer et de faire ton mieux sur les choses que tu maîtrises, quoi. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum, mais c'est pas, ça dépend l'état de la nuit, quoi. Voilà. Ouais, j'allais dire, c'est un long chemin, je trouve. Oui, c'est ça. Un chemin continu. Mm. Hier, t'as partagé, je crois que c'était hier, t'as partagé une phrase sur Instagram qui m'a vraiment parlé, où tu disais que tu disais à ta fille que tu serais pas une maman parfaite, mais une maman toujours présente. Mm. Et je crois que c'est vraiment un beau cadeau à faire à nos enfants. Ouais, bah clairement, en fait, c'est bien de vouloir faire un milliard d'activités. J'ai une formation d'éducatrice Montessori, donc je pourrais faire un milliard de trucs. Mais en fait, ça, des fois, je suis juste fatiguée, j'ai pas envie, tu vois. Donc, on va pas se forcer à aller sortir dehors, tout ça, si j'ai pas envie, et si elle a pas envie, bien sûr. Donc, apprendre à se dire, ok, bah là, on va juste aller dans le lit, on va jouer avec les peluches, on va lire un livre, on va juste faire des papouilles et on va pas sortir ce matin, on va rien faire de spécial. C'est pas toujours super fun pour elle, mais c'est la vraie vie. Et au moins, c'est des moments où, au final, souvent, elle retient pas vraiment toutes les activités qu'on fait quand on va à l'aquarium, des trucs qui, moi, me paraissent incroyables, tu vois. Elle retient pas trop. Elle a oublié 2 jours après qu'on était allé visiter l'aquarium. Par contre, elle va se souvenir que dans la voiture, j'étais assise à côté d'elle et que je lui ai tenu la main, tu vois. Donc, bon, voilà, faut savoir placer le curseur et se dire, OK, bah aujourd'hui, je suis plus fatiguée, donc je vais juste être là pour toi. Mais on va pas faire des trucs de fou, quoi. Mm. C'est marrant, ça me fait penser à une fois où on est allé voir une ferme pédagogique et ma fille devait avoir 1 an et demi à peu près, je pense, quelque chose comme ça. Et il y avait un super grand parcours avec plein de... Il y avait des animaux que tu pouvais aller voir, caresser, certains que tu pouvais nourrir et tout. Et sauf que au bout de quelques mètres, il y avait des petits tracteurs à pédales là. Et elle ne voulait pas lâcher les tracteurs à pédales. Et je me suis vraiment retrouvée hyper poussée de me dire, mais purée, il y a tous ces animaux, elle veut pas y aller et tout. Et c'était vraiment... Je sais exactement où tu étais et je sais exactement de quel tracteur à pédale tu parles. Rose m'a fait la même. Encore une fois, on se positionne sur et on ressent des émotions uniquement sur ce qu'on
maîtrise. Là, c'est son kiff à elle. Elle veut faire ça. Bah, te sens pas frustrée parce que c'est des émotions qui t'appartiennent pas, quoi. C'est son kiff à elle. Donc, bah, toi, tu vas aller caresser les chefs si tu veux, et puis tu la retrouves après, quoi. Exactement. Ouais, c'est un bel apprentissage d'être parent. Ah oui, c'est clair, ouais, ça remet plein de choses en question, hein, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des parents qui aujourd'hui vivent la prématurité? Que les journées vont pas être toutes faciles, mais que déjà les plus belles journées, elles arrivent, elles sont devant eux, euh, quoi qu'il se passe, en fait. Que c'est horrible à dire, ce que je vais dire, mais quand on vit une situation, quelle que soit prématurité ou pas d'ailleurs, difficile, faut jamais lâcher et faut toujours garder en tête que les plus beaux jours, ils sont devant vous, même si on rentre à la maison les bras vides, même si on rentre avec un bébé qui est pas en pleine forme, les plus beaux jours sont devant. Ça faut toujours, faut rien lâcher, même si on a l'impression que il y aura jamais plus de beaux jours. Si, ça revient toujours, quoi qu'il arrive. Et accepter, pas facile, mais accepter d'aller au rythme de son enfant, de ses progrès, de ses bêtises, faire confiance à l'équipe médicale, se laisser porter, et pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit pendant l'hospitalisation ou après. Parce que c'est important de prendre soin de soi et de prendre aussi soin de ses propres, de son propre vécu, dans le sens où vivre la prématurité, ça peut être traumatisant, clairement. Je pense que ça m'a beaucoup plus traumatisé que l'accouchement qui n'a pas été terrible. Donc c'est important de prendre le temps de ralentir, de s'arrêter et de te dire, OK, là, je ressasse beaucoup, ça me pèse beaucoup, je vais essayer de me faire accompagner pour digérer un peu plus ce qui s'est passé et prendre soin de ce vécu parce que si eux sont, même si bébé va super bien, si eux vont pas bien, ça va pas le faire. La co-régulation, elle est essentielle. Donc, pour le coup, ouais, qu'ils prennent soin d'eux, quoi. C'est bien d'être toujours là à prendre soin de son bébé, faire le plus de moments de peau à peau possible, tout ça. Mais si vous ratez un moment de peau à peau pour aller faire une sieste de 2 heures et que vous revenez tout pompé up, c'est aussi bien, en fait. Donc, ouais, accepter de demander de l'aide et de ralentir. Mm. Et c'est un conseil que je diffuse aussi à tous les parents en général. Oui, ouais, c'est clair. Mm. On grandit au fur et à mesure avec nos enfants et à chaque âge, ses défis de parents. Aujourd'hui, toi, donc Rose, elle a 4 ans. C'est quoi ton défi actuel en tant que maman? Ah bah, tu vois, j'y réfléchissais et je me dis, en fait, il n'y a pas vraiment de défi. En fait, j'étais très étonnée de voir que souvent on dit, oh là là, un enfant de 2 ans, c'est relou, on va pas se mentir, elle terrible tout ça, ça crie. En fait, moi, j'ai trouvé ça génial. Que enfin, elle s'affirme, enfin, elle peut me dire est-ce qu'elle préfère les yaourts à la banane ou à la fraise. J'ai trouvé ça incroyable en fait de voir ce petit bout de future femme prendre un peu, affirmer son caractère. On lui laisse la place de le faire aussi, donc ça, voilà, ça c'est le travail de lâcher prise qui a été fait avant. Je pense qu'il y a beaucoup. Mais ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de défi par rapport à elle. On va à son rythme, elle va au nôtre, tout se passe bien. Alors, passe bien, bah, ça dépend des jours, mais comme tout le monde, en fait, pour le coup, elle vit des fois ses propres émotions qui sont pas toujours super sympas, mais elle les traverse quand même comme une chef. Mais c'est plus moi ce qui est difficile pour moi là actuellement, c'est de voir le fossé qu'il y a entre ma manière de vouloir accompagner ma fille et notre société, en fait, qui est pas franchement faite pour les enfants. Il n'y a rien de fait pour les enfants par rapport à d'autres pays. Quand tu veux aller au centre commercial, quand tu vas aller prendre le train, il n'y a rien qui est fait pour les enfants. Il n'y a rien à leur hauteur, en fait. Il n'y a rien qui est fait pour leur faciliter la vie. Après, on se demande pourquoi ils sont frustrés toutes les 2 secondes, mais forcément, je le serais tout autant. Si j'arrive pas à monter sur les toilettes alors que j'ai envie d'aller aux toilettes toute seule, bah, j'ai pas forcément envie que quelqu'un m'aide. Bah oui, mais s'il n'y a pas de toilette à ma hauteur ou de lavabo à ma hauteur, forcément, je vais me fâcher. Enfin, si moi, le lavabo, il était au-dessus de ma tête et je peux pas me laver les mains, forcément, je râlerais et je serais la première à aller râler, tu vois. Donc, forcément, c'est logique. Mais du coup, c'est plus, je suis très contrariée, faut le dire maintenant, là, entre me dire, mince, ma fille, elle va falloir qu'elle s'adapte à une société qui est pas terrible. Même en termes de scolarité, tout ça, comment ça, à 3 ans, 4 ans, faut rester assis sur une chaise jusqu'à 16h30, mais elle aurait besoin de passer 10 heures dehors à courir. C'est, forcément, c'est difficile. Donc, là, je suis dans une période où je suis un peu contrariée, mais pas contre elle, c'est vraiment plus, contre ce qu'on lui demande en fait. Tu vois, on nous demande de plus en plus à ce qu'elle rentre dans un moule, alors on a tout fait pour qu'elle rentre pas dans, enfin qu'elle rentre dans son propre moule quoi, mais pas
pas dans celui de la société, donc c'est un peu bizarre, ouais. C'est quoi les options que tu vois pour pallier un peu ça, justement? Honnêtement, le truc, c'est que j'ai du mal à avoir des options. Tu vois, rien que pour l'école, parce que c'est un peu notre gros sujet. Pour l'instant, elle est en école alternative, dans une école Montessori. Pas forcément par choix, plus parce que ça s'est très mal passé dans le public et au final, ça nous convient bien comme ça. Elle y sera jusqu'à la rentrée enfin, jusqu'à juin l'année prochaine. Par contre, après, on aimerait bien déménager. Il y aura pas d'école alternative au fin fond de la campagne. Je sais pas. Honnêtement, je pense qu'on va se laisser porter. On va pas essayer de trop appréhender tout ce qui pourrait mal se passer, sinon je vais pas dormir. Donc on va se laisser porter, on verra. Je suis sûre qu'elle aura toutes les ressources pour s'adapter à plein de trucs. Et si jamais ça fonctionne pas, eh ben on verra pour faire de l'instruction en famille. Et puis si on nous accorde pas le droit de le faire, ben on le fera peut-être quand même. Et puis si vraiment ça se passe pas bien, ben on changera de pays. On ira dans un pays où on laisse élever notre fille comme on veut l'élever et comme il faut pour elle, quoi. Enfin, je sais pas. Honnêtement, on se positionne pas trop, mais c'est clair que il y a des incertitudes là Mm. qui arrivent. Mm. J'entends. Tu peux venir dans le Beaujolais, on va monter une école si tu veux. C'est vrai. Oh, alors, me le dis pas deux fois, hein, parce que on regarde des petites maisons dans le Beaujolais. Donc, ouais, ouais, hein, c'est clair que ouais, je suis à deux doigts de me dire, ok, pas de souci. Vous voulez pas que je fasse l'instruction en famille, bah, je vais me former et puis je vais ouvrir une école Montessori dans mon coin et puis Ouais, je comprends parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de parents qui sont insatisfaits du système scolaire et pour autant il n'y a pas beaucoup d'alternatives disponibles. Et là, tu vois, nous dans le village journée, bon, il n'y a pas du tout d'école alternative, mais pour en avoir parlé avec quelques parents, il y en a plusieurs qui commencent à se dire peut-être que la solution, il faut qu'elle vienne de nous et qu'on crée notre propre école. Alors après, comme tu dis, c'est beau de le dire, après ça demande énormément d'investissement humain et de temps, etc. Mais on sent que c'est quand même une réflexion qui commence à se propager un peu doucement. oui, bah, on sent que, ouais, on sent que ça fait son chemin, mais même les profs, hein, pour en parler avec eux, même eux sont pas satisfaits pour la plupart du système. Donc, comment tu veux gérer en maternelle 30 gamins Ouais. en étant toute seule? Je veux dire, moi, j'ai déjà du mal des fois à gérer ma fille quand je suis toute seule avec elle. Alors, 30 gamins au secours. Donc, ouais, non, forcément, c'est pas, il y a des choses qui sont pas très logiques. Donc, à voir dans les années à venir comment évolue la politique française, mais j'avoue que j'ai un peu de doute. Pour terminer notre échange, j'ai une dernière question pour toi. Quelle est la dernière fois que tu as été fière de toi et pourquoi? C'est dur comme question, hein. C'est une question qu'on se pose pas souvent. Je crois que la dernière fois que j'ai été vraiment ouais, fière de mon coup, on va dire, c'était début juillet. Donc ça remonte il y a pas si longtemps. En fait, on devait pas vraiment partir en vacances cet été parce que financièrement c'est un peu ric-rac. J'ai pas mal d'activités l'été, donc j'en profite aussi souvent pour combler aussi les mois de mon activité qui sont un peu plus creux. Mais là, sur un coup de tête, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai besoin d'une pause. J'ai envie d'une pause. J'ai envie de profiter à fond de ma fille sans lui dire toutes les 2 heures, maman, elle doit répondre à un mail, attends 2 secondes. Donc, je nous ai acheté, enfin, je nous ai loué un camping pendant une semaine là, fin août. On part la semaine prochaine. Je vais essayer de déconnecter un max. Et puis, ouais, juste accepter de déconnecter, de profiter à fond, quoi. De lâcher prise, encore une fois, toujours le même problème. Trop bien. Trop cool. Merci beaucoup pour ce partage et très sincère, j'ai senti. Merci à toi pour l'invitation, pour cet exercice qui n'était pas forcément évident, mais qui est très très bénéfique quand même. J'adore déposer mon petit bagage, ça me soulage toujours un peu, donc mm. C'est ce que j'ai envie de faire avec ce podcast. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai proposé à une maman pareil, de venir raconter son histoire. Et elle n'a pas dit oui tout de suite et je lui ai proposé de le faire, mais peut-être de pas publier l'enregistrement. Juste, ça permettait juste aussi voilà, de venir poser ce qu'on voulait poser. Donc, je lance un appel si vous voulez venir juste partager. Vous pouvez. On n'est pas obligé d'enregistrer. Je laisse toujours le choix à la fin de l'enregistrement de dire finalement, je veux pas que ce soit partagé. C'est OK. Génial. Merci en tout cas pour ce podcast parce que ça a l'air d'être une sacrée pépite. Ah bah, avec plaisir. Je suis ravie de le faire. Merci beaucoup, Alexia. Bah, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.